lutte. Nous avons entendu 3 intervenants et puis il y a eu, selon les deux ateliers, des témoignages différents qui montrent qu'il y a toujours eu la même évolution au niveau des communes. Donc, dans un premier temps, l'important a été pour une commune de repérer la présence du moustique tigre sur un territoire bien déterminé. Donc, ça pouvait être soit via des remontées de la population, soit via l'ARS et Altopictus. Donc, une fois que cette présence était signalée, Altopictus réalisait un diagnostic pour savoir où le moustique tigre était vraiment présent. Est-ce que c'était plutôt dans le domaine privé ou dans le domaine public, puisque ça allait avoir ensuite une incidence sur les possibilités de lutte. Ensuite, donc, toutes les communes ont eu la même manière de réagir. Dans un premier temps, ça a surtout été des actions de formation qui sont à deux échelles différentes. Tout d'abord, la formation des agents et des élus qui avait lieu via Altopictus et l'ARS. Et puis également, ils se sont rendus compte qu'il y avait nécessité d'avoir des relais au niveau local, donc des relais sur le terrain. Et donc, il y avait la formation de personnes relais, d'ambassadeurs, enfin, chaque commune les appelle différemment. Et généralement, ces formations avaient lieu par la commune elle-même. On constate aussi que la présence du moustique tigre a favorisé le travail en commun de structures qui travaillent d'habitude séparément. Donc, je pense notamment aux collectivités territoriales qui se rapprochaient notamment des responsables des contrats locaux de santé pour que des actions communes puissent être mises en œuvre sur la problématique du moustique tigre. Donc, premièrement, action de formation. Deuxièmement, aussi et très rapidement, dans la première année de découverte du moustique tigre sur un territoire, sensibilisation, information auprès de la population. Donc ça, de différentes manières. Donc, ça pouvait passer par l'organisation de conférences donc, auprès des habitants. Et c'était aussi de la communication à différents niveaux. Donc, notamment le fait de rendre public les documents de l'ARS et notamment la checklist, mais aussi les petites affiches publicitaires sur Stoppons l'eau aux moustiques. C'était aussi des articles de presse, des articles sur des sites internet, des créations aussi locales d'affiches comme à l'Escar, donc une affiche pour marquer les esprits, ou alors la création de petits modules vidéo comme par exemple à Poitiers. Donc voilà, deuxième point phare, la sensibilisation à l'information de la population. Et ce n'est que dans un troisième temps, on va dire, que les collectivités territoriales se penchaient sur la mise en œuvre de techniques de lutte, parce qu'il fallait quand même déjà avoir la connaissance et commencer à informer la population avant de pouvoir vraiment agir et prendre un peu de recul aussi sur la situation sur son territoire. On constate que cette mise en œuvre est différente selon les communes qui n'ont pas toutes les mêmes moyens. Donc, il va y avoir de manière générale un contrôle des eaux stagnantes de la commune, puisqu'en fait, on se rend compte que vu qu'elles vont demander ensuite aux citoyens d'intervenir, il faut qu'elles soient elles-mêmes exemplaires. Et ensuite, selon les communes, il va y avoir par exemple des achats de pièges urbains, donc des pièges qui fonctionnent au CE2, mais qui sont relativement coûteux. Donc, ça ne peut pas se passer, cet achat ne peut pas avoir lieu dans l'ensemble des communes. On a aussi eu comme témoignage des achats en commun de pièges plutôt à eau, mais ça plutôt à destination des particuliers. Mais pour que ce soit efficace, il fallait qu'il y ait au moins 80% des particuliers disposant d'un jardin dans un quartier déterminé qui fassent l'achat de ce piège et qui en mettent au moins 2 par jardin. Donc, ça voulait dire quand même un investissement massif d'un quartier pour que ce soit efficace. Mais l'avantage de faire ces achats, c'est que ça a pu les grouper et donc, du coup, ça a pu permettre à ces particuliers d'avoir du matériel à un prix avec des prix plus intéressants. Il y a eu ensuite une action qui s'est avérée très concluante, mais qui est quand même lourde en moyens humains, c'est le porte-à-porte.
Donc, je parlais de la formation des personnes relais. Donc, les collectivités, enfin les communes se sont rendues compte que d'avoir des relais dans les quartiers, c'est très important. Donc, certaines appellent ça des ambassadeurs, d'autres, ça peut être des élus qui ont fait cette opération, ça peut être aussi des habitants. Parfois, il y a eu sensibilisation de lycéens qui prenaient la relève. Et donc, l'idée, c'était d'aller chez les particuliers pour, donc, il fallait qu'ils soient, qu'ils acceptent qu'il y ait cette présence sur leur propriété. Et l'idée, c'était de chercher avec eux, donc soit à titre individuel, soit regrouper plusieurs voisins pour chercher les gîtes larvaires sur le domaine privé et les conseiller sur ce qu'ils pouvaient faire pour essayer de les éviter. Donc, cette technique est efficace, mais ça demande donc beaucoup de moyens humains puisqu'il faut donc aller chez les différentes personnes. Et ça demande aussi d'avoir l'accord des différentes personnes pour intervenir sur leur propriété. Dans les problèmes qui ont été rencontrés, il y a également le problème d'intervention. Donc ça, c'est plus pour les collectivités. Comment intervenir dans les cimetières, puisque c'est sur les tombes, elles ne peuvent pas intervenir directement. Donc certaines ont trouvé la solution qui était de mettre à disposition des tas de sable pour que les particuliers puissent remplir les coupelles des pots de fleurs qu'ils installent sur les monuments funéraires. Et il y avait aussi des problèmes au niveau des concessions privées, notamment des chambres de tirage télécom, où là, il était premièrement dangereux d'intervenir, et deuxièmement, c'était aussi une concession privée sur le domaine public. Et donc là, c'est un endroit aussi qui peut poser problème au niveau des communes. Au niveau des autres problèmes qui ont été constatés, dans le dernier atelier, il a été signalé qu'il serait important d'adapter le PLU pour intégrer des prescriptions de lutte contre le moustique tigre dans les futures constructions, puisqu'on constate qu'il y a notamment nécessité d'avoir des bassins de rétention d'eau et des regards d'eau aussi, et que les moustiques peuvent venir s'installer dans ces endroits-là. Enfin, donc, on a eu aussi pas mal de mises en garde au niveau des pièges. Donc, j'ai parlé des pièges à CO2 et des pièges à eau. Et les spécialistes nous disent que les pièges, c'est bien, mais c'est bien à titre expérimental et que l'efficacité n'est pas encore forcément démontrée. Ce qui me permet de conclure que la priorité, donc, qui ressort de tous les témoignages, c'est quand même l'action la plus importante, c'est l'information, la sensibilisation des citoyens pour réduire les gîtes larvaires, puisque ces derniers sont quand même en grosse majorité chez les particuliers. Mais il ne faut pas que ce soit simplement une action de chacun chez soi, puisqu'en fait, le moustique va jusqu'à 150 mètres autour de chez soi. Et donc, c'est bien une action collective. Il faut agir soi-même chez nous, mais il faut aussi agir collectivement sur le voisinage et sur le quartier. Voilà pour l'atelier numéro 1. Très bien. Merci Valérie pour cette synthèse très complète et très riche et concise. C'est super. Il y a plein d'informations. Vous avez vu qu'on enregistre, en fait. Donc, du coup, ça nous permettra de diffuser aussi pour les personnes qui n'ont pas pu assister à l'atelier. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la synthèse de l'atelier 2 et ensuite qu'on prenne un temps assez bref en fait, d'échange éventuellement avant la conclusion. Alors, ok, c'est parti. Ok, super, merci. Et donc Patrick pour l'atelier 2. Déjà merci à tout le monde pour leur participation. Voilà, c'était plutôt riche et on espère qu'il n'y a pas eu trop de frustration dans les réponses et que tout le monde a bien pu s'exprimer. Ce qu'on retient ou ce qu'on voulait retenir vraiment avec Maxime, c'était déjà un chiffre que 80, voire jusqu'à au-delà de 90% de la nuisance liée à l'albopictus et des problématiques liées à l'albopictus, elle provient du domaine privé. Et on reverra après que par rapport aux questions que se posent énormément de collectivités, on pensait que c'était vraiment un point saillant dans les discussions d'aujourd'hui. Malgré ça, effectivement, pour les spécialistes, tout effort de lutte est le bienvenu. On a trouvé qu'il y avait eu beaucoup de modestie par rapport à l'ensemble de ces questions sur la manière dont on découvre aujourd'hui ou dont on essaie de s'adapter à ces problématiques. Ce qui détache cependant vraiment, c'est la question ou la nécessité assez rapidement de bien distinguer aujourd'hui ce qui est de l'ordre de la gestion des nuisances, à la fois pour les privés, les particuliers, et puis bien évidemment pour les collectivités responsables, de celle de ce qui est l'épidémio-surveillance ou l'épidémio-vigilance. La prolifération notamment de modèles de pièges, elle est liée à une forte demande sociétale aujourd'hui, qu'engendre effectivement des
des appétences pour un certain nombre d'investisseurs, notamment dans le green business, et qui effectivement voient fleurir des dispositifs qui étaient plus finalement des dispositifs au départ techniques, scientifiques, qui parfois sont encore à des stades plutôt d'expérimentation, qui peuvent effectivement servir à faire du retour d'expérience encore aujourd'hui, et qui pour pas mal de collectivités sont j'allais dire un peu piégeux également, c'est-à-dire qu'ils peuvent générer de l'insatisfaction derrière chez les usagers et ils représentent souvent des investissements particulièrement conséquents puisqu'il y a l'achat effectivement des dispositifs et ensuite il y a la mise en place de ces dispositifs. Hein. On a parlé de socle en béton, on a parlé de difficulté de se connecter au réseau électrique, de protéger les dispositifs, de les ancrer au sol, etc., etc. Donc ça, c'était vraiment un préalable véritablement. Et ensuite, ce qui nous semblait vraiment saillant dans les discussions, c'était les besoins qui sont remontés à plein de niveaux différents, à la fois de formation des agents techniques. On est revenu beaucoup dans les discussions sur la question de certification des agents, notamment pour la manipulation de certains produits, sur la question de l'identification des gîtes, de la connaissance des espèces, etc. L'accompagnement des collectivités aussi, parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de communes qui, et comme l'a beaucoup rappelé Christophe Courtin sur ces questions-là, le pouvoir de police du maire véritablement est particulièrement important, hein, et ces questions d'arrêtés municipaux, quand ils existent, sont importants, même si on est sur des choses qui peuvent être traitées à des échelles intercommunales. Ça reste de la responsabilité des communes. Donc, il y a effectivement besoin de soutenir les élus à la fois en termes de connaissances sur ces sujets-là, d'approfondissement même des connaissances, parce on a vu, je pense, même dans les explications de ce matin, qu'il y avait encore beaucoup de confusion entre moustiques tigres et parfois autres espèces, avec des spécificités véritablement qui sont pas forcément toutes très bien connues, notamment sur la question de quiescence des œufs chez Albopictus. Il y a ces questions effectivement de sensibilisation des citoyens, de valorisation des actions des citoyens, mais qui posent systématiquement la question de l'appropriation à la fois de la technique et des capacités de suivi. Donc on voit bien que là encore, sensibiliser les citoyens, comme c'est déjà fait par plein d'acteurs différents, au travers de communication et autres, c'est pas forcément efficient. Ça demande effectivement de pouvoir, alors en anglais, comme on dit, les Anglais disent empowerment, mais en tout cas d'engager vraiment les citoyens, de leur donner les moyens effectivement de suivre et non pas juste de disposer des pièges quelque part, mais de s'approprier véritablement les démarches de lutte. D'en faire quelque chose. Valérie parlait d'initiatives tout à l'heure, là où il y a des gens qui se regroupent au niveau de quartier, par exemple. Là, il y avait des expériences effectivement qui remontaient, qui sont particulièrement, je pense, éclairantes sur ce sujet-là. Parce qu'on voit bien que c'est des échelles à laquelle là, on peut arriver effectivement à avoir des résultats intéressants, probants, sur lesquels, derrière, en termes de communication, ce serait intéressant de pouvoir surfer pour attirer d'autres volontaires sur ces questions-là. Il se ressortait également cette nécessité d'expérimenter les dispositifs de piégeage et en même temps qu'on expérimente ces dispositifs, de sensibiliser et pourquoi pas effectivement de mettre en place vraiment des questions de suivi, notamment pourquoi pas même jusqu'à des suivis épidémiaux. Donc il y a l'étude avec la publication de l'ANSES là, dont on nous a parlé ce matin, qui doit donner des informations plus précises sur les dispositifs de piégeage. Mais on voit bien que c'est quelque chose qui est vraiment à connecter à la fois la question du piégeage et la question de la sensibilisation des usagers, la question de la sensibilisation à l'appropriation technique, encore une fois, des choses, et à l'explication sur ce qu'est Albopictus et différence. Et si vous le permettez, si j'ai encore juste un peu de temps, peut-être sur la base d'une expérience qu'on a partagée avec Christophe Courtin quand il a travaillé notamment sur le territoire médocain. Moi, j'ai été frappé du témoignage qu'on a eu là de Monsieur Clément sur Saint-Paul-les-Dax, où globalement, effectivement, on a des gens dans un milieu très touristique qui vont jusqu'à dire bon ben on va fermer les bains, etc. parce que concrètement il y a trop de moustiques. Bref, on peut avoir un impact extrêmement important sur l'économie touristique. Ça a été le cas en Médoc dans les années 70 et 80. Alors pas lié à Albopictus en l'occurrence, mais à cette époque-là, la démoustication, elle est intervenue non pas uniquement sur des questions de piégeage ou autre, mais véritablement sur j'allais dire, de la gestion de milieu, notamment de la gestion hydraulique. Et cette gestion hydraulique, elle était connectée
effectivement, à cette époque-là, directement aussi à de la sensibilisation auprès des gens et à de l'accompagnement des élus. Hein, c'était l'EID, l'entente interdépartementale entre la Gironde et le département de la Charente-Maritime. Et on peut dire a priori que ça a été relativement efficace puisqu'on continue d'accueillir des touristes à la pointe du Médoc qui ne sont pas encore complètement dévorés et exsanguinés complètement par les moustiques. Donc, on voit bien que c'est cette articulation-là entre à la fois la question de la lutte antivectorielle et puis en même temps l'accompagnement des publics, hein, je dirais, encore une fois, agents techniques, élus de collectivité, et puis les privés semblent véritablement importantes. Voilà, je pense que c'était vraiment ce qui, avec Maxime, pour nous, ressortait énormément et qu'on a réutilisé. Alors, je ne sais pas si, Maxime, tu peux la repartager, peut-être le diaporama, la fin du diaporama de l'atelier, où Maxime avait essayé de remettre les points saillants du... Moi, je ne l'ai pas ouvert. Désolé, Max. Je fais ça. J'ai pas été assez rapide. Ouais, j'ai envie de t'envoyer un message avant. Bon. Autrement, tous les documents seront diffusés. Hein. C'est quelque chose que je voulais dire dans les dernières minutes qui restent. Donc, vous inquiétez pas, en fait, hein, la synthèse et les documents que vous avez pu produire seront diffusés à tous les participants. Ok. Parce que je vois que le temps file. Il n'y a pas de commentaires spécifiques sur cette synthèse. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans les questions. On a pris soin ce matin et cet après-midi de vraiment pouvoir répondre à un maximum de questions. Je vous proposerais bien, si elle est connectée et là, de passer la parole à Madame Billot de l'ARS, puisqu'on a évoqué à plusieurs reprises en fait les outils spécifiques de l'ARS, la checklist, etc., qui sont disponibles sur le site de l'ARS. Je sais qu'elle était d'accord pour en dire un mot en clôture. Est-ce que vous êtes là? Oui, tout à fait, merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Bon, effectivement, les gars, vraiment très peu de temps, mais juste pour aller à l'essentiel, on a déjà pu, effectivement, ce matin en table ronde, cet après-midi aux ateliers, elle a diffusé le lien avec, depuis cette année, une page consacrée aux collectivités pour la lutte contre le moustique, une page consacrée qui est vraiment un espace pédagogique avec les outils de la ressource, puisqu'effectivement, voilà, on est vraiment dans une démarche là d'essayer de recenser les actions qui sont conduites, de faire ressortir celles qui sont probantes avec des rétextes. La journée d'aujourd'hui est vraiment très riche, va permettre de continuer à alimenter. L'objectif est que ces supports, cette ressource continue à vivre. Donc, voilà, donc merci pour ces éléments. Et puis, n'hésitez pas, et je m'adresse là particulièrement aux collectivités, à prendre la tâche des délégations départementales de l'ARS qui peuvent, bien sûr, vous conseiller, vous aider à faire l'état de la situation déjà, notamment pour les nouvelles communes qui sont colonisées, à disposer d'un certain nombre de conseils, voire des propositions de mise en place d'actions de formation pour vos services techniques, accompagner des actions de sensibilisation, etc. Donc voilà, d'une part, et puis voilà, n'hésitez pas à faire de retour parce que voilà, on est vraiment dans cet objectif. Merci aux graines et à l'ensemble des acteurs là d'essayer de capitaliser ces expériences pour la suite, pour vraiment créer une dynamique pour lutter contre le moustique. Voilà, de façon vraiment très rapide. Et peut-être, oui, je peux en profiter aussi. Tous ces retours et voilà, les éléments qu'on a pu capitaliser aussi sont régulièrement partagés par la communauté d'acteurs du PRSE. Donc, je ne sais pas si vous pouvez afficher, Christophe, le lien, si vous l'avez là, du site du PRSE, sur lequel, en fait, vous pouvez vous abonner si vous souhaitez un peu suivre le fil d'actualité et d'action de façon même un peu plus large en fait autour de la santé environnementale. Voilà, j'ai mis le lien en fait, enfin l'adresse, puisqu'en fait j'ai une adresse qui vient d'être créée en fait pour s'inscrire sur la communauté des acteurs en fait du PRSE. Il est dans le fil de discussion. Vous avez l'adresse mail qui apparaît. C'est parfait, merci. Voilà. Merci beaucoup Madame Billot. S'il n'y a pas de commentaires spécifiques, je pense que je peux faire les
les remerciements d'usage à la fin, ou est-ce qu'il y a encore une dernière chose à partager dans les 3 minutes qui nous restent? Non, tout le monde est peut-être un peu épuisé par cette journée moustique tigre qui a été très intense. Très bien. Bah, écoutez, merci pour les retours d'expérience. Pour conclure la journée, donc je rappelle que cette journée a été organisée dans le cadre soutenu par l'ARS et organisée dans le cadre du plan régional de santé environnement Nouvelle-Aquitaine. Je voulais remercier en fait toutes les personnes qui sont là depuis ce matin. C'est important. Les intervenants de la table ronde de ce matin, Madame Johanna Effitt de l'ANSES, Monsieur Jean-Dominique Le Breton du CNRS et Monsieur Christophe Courtin de Bordeaux Métropole, qui a été les intervenants. L'animation qui a été réalisée par Sarah Duvinage de ce matin de la table ronde, la facilitatrice graphique qui nous a fait en fait une superbe synthèse. Bon, on l'a vu rapidement, mais elle sera diffusée avec tous les documents. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, je profite. Que tous les documents en fait présentés ce matin, présentés cet après-midi, les enregistrements de la table ronde de ce matin, les outils évoqués, tout ça vous sera diffusé en fait ultérieurement par le GREN. Hein, vous ne perdrez pas d'informations, y compris la synthèse de Louise Plantin. Cet après-midi, je voulais remercier les communes qui ont accepté d'être témoins, d'expliquer où elles en étaient à leurs différents niveaux dans leur territoire en fait sur le moustique tigre. Monsieur Setier de l'Escar, Madame Gandon de la ville de Poitiers, Monsieur Clément de Saint-Paul-les-Dax, et puis à nouveau Christophe Courtin qui avait la double casquette pour Bordeaux Métropole. Je voulais également remercier les experts en fait, qui intervenaient, vous les avez vus en fait, dans les différents ateliers. Monsieur Tison d'Altopictus pour l'atelier 1 et Monsieur Chouin du département 17 pour l'atelier 2. Et également sur les ateliers, bien sûr, remercier l'animation des structures qui ont conjointement en fait, animé les 2 ateliers. Donc Valérie de Salbre pour Au fil des Séounes, Evelyne Cousteau et Pauline Madec pour Écocène, pour l'atelier 1, et pour l'atelier 2, Maxime Alvisi de la Fédération de pêche Gironde, et puis Patrick Lapouillade qui vient de faire la synthèse pour le CPIE Médoc. Et enfin, je voulais remercier l'équipe du GREN, parce qu'il y avait beaucoup de monde aussi, enfin beaucoup de monde, il y avait des gens que vous n'avez pas vus, mais qui étaient actifs derrière les écrans. Donc évidemment, Hervé, notre directeur, qui a fait en fait le petit mot d'introduction. J'ai oublié aussi de remercier Monsieur Abold qui a fait l'ouverture de la table ronde ce matin. Ça fait beaucoup de monde, à ne pas oublier. Donc Monsieur Abold, le directeur de la santé publique de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Pour l'équipe du GREN, que vous n'avez pas vu, mais avec qui vous avez peut-être échangé brièvement, Amélie France et Katia Ambèche, qui étaient derrière leurs écrans pour toutes les connexions. Voilà, tout l'aspect technique par rapport à la gestion de ce webinaire. Voilà, il est 16h20, je pense que c'est le moment de nous quitter. Encore une fois, on vous tiendra au courant, il y aura une suite, hein, bien sûr, sur cette thématique. Différentes choses vont être évoquées dans le groupe de travail, peut-être plus des aspects pédagogiques, on va y réfléchir ensemble. Mais nous aussi, je pense je peux me permettre de parler au nom de tout le monde en disant qu'on a fait un peu notre marché, en fait, aussi sur les besoins, les difficultés, et qu'on va réinjecter tout ça dans le groupe de travail et continuer, en fait, sur cette thématique. Voilà, merci beaucoup, et puis à très bientôt.